devons avoir un pays sérieux, qui a des institutions légitimes et des institutions qui s'occupent, du vécu quotidien de ces peuples. Et vous allez voir, ces problèmes vont se dissiper. Ceux qui parlent de tribalisme, je suis né dans la ville de Kinshasa, grandi dans la ville de Kinshasa. Chers amis, je mets quiconque au défi ici. Je vais vous citer 10 de mes amis. La seule, bon, peut-être vous allez dire, c'est ça le tribalisme, la seule, le critère, c'est qu'ils sont quinois. Parce que nous sommes nés ensemble, on a vécu, on a été à l'école, et ainsi de suite. 10 de mes amis intimes, c'est le seul critère. Les critères, c'était, tu habites quel quartier, tu es dans quelle école, c'était les critères. Donc, s'il vous plaît, et j'insiste sur ça, peuple congolais, nous ne sommes pas des gens qui sont sectaires. Nous recevons. J'étais étudiant à Paris. Quand je voyais d'autres nationalités, j'étais zaïrois à l'époque, on était fiers d'être zaïrois. On ne se disait jamais que je suis de tel. Mais je voyais d'autres nationalités, ils se distinguaient par leur tribu. Pas nous. Que personne ne vous trompe sur cette affaire des tribus. Alors, Paulette, Madame Kimuntu, vous dites les 3 circonscriptions qui n'ont pas été listées et qui n'ont pas participé au vote en 2018, il y avait Yumbi, Béniville, Béni Territoire et Butembo. Donc les 3 dernières dans le Nord Kivu et Yumbi au Maïndombe. Alors, mais votre question est pertinente. Quid de ces circonscriptions là aujourd'hui où il y a des problèmes? Comment on va aller demain faire des élections à Béni ou un peu plus loin? La sécurité électorale, ça existe. La sécurité électorale, la sécurisation des élections. Il faudrait penser, mais il faudrait qu'on fasse les élections partout. Vous avez vu en Centrafrique dernièrement, il y a eu cette question. Mais ils sont revenus, ils ont fait voter ces gens-là. Aujourd'hui, les gens de Béni, de Butembo, Béniville, Béni Territoire, Yumbi n'ont pas voté leur président de la République. Et surtout, même avec les résultats fabriqués, la différence, c'est 671 000 voix. Vous voyez, même tricher, on ne sait pas tricher. 671 000 voix, et les 4 circonscriptions qui n'ont pas participé à ces votes, c'était 1 300 000 électeurs. Mais pourquoi on a demandé à ses concitoyens plus tard de voter leurs députés provinciaux et nationaux et leur président? Donc c'est une question qu'il faut résoudre, je suis totalement d'accord avec vous. Merci. D'abord, s'agissant des compétences exclusives, il n'y a pas que le ministre de l'SPT, les ministres de la Santé et les ministres de l'Agriculture qui confisquent les compétences exclusives des provinces. Il y a des gouvernements nationaux, lui-même ou central, qui s'emparent de ces compétences. Regardez la question de la gratuité. Mais la gratuité de l'enseignement, c'est un domaine exclusif de province. Non seulement pas exclusif du point de vue de l'État, mais exclusif par rapport aux autres provinces de dignes que les autres enseignent, qu'elles ne sont pas assises sous la même enseigne. Et troisièmement, la gratuité n'est pas financée par les ressources de l'État. Elle est financée par les 40%. C'est là-dedans qu'on prélève ce qu'on paye aux enseignants. Même le pouvoir central s'est tarde d'avoir augmenté les salaires. Mais l'entrée à la MOCA était... Donc nous avons créé la MOCA ensemble. On ne nie pas. Monsieur Matungulu est parti. Monsieur Niamoussi qui nous a rejoint à un moment donné est parti. Nous avons tous constaté leur départ volontaire de la MOCA. Mais maintenant les autres sont partis. Je vais vous dire une chose. C'est que j'ai pris la coordination, et vous le savez, en octobre donc l'année dernière, le 12 octobre, et quand j'ai pris cette coordination, nous avons convoqué des réunions. J'ai demandé à tous les membres du Présidium d'envoyer les membres de la cellule politique. Seul le Premier ministre Mouzito a envoyé ses membres de la cellule.
J'ai convoqué des réunions. Ils ne se sont jamais présentés. La première réunion, Jean-Pierre Bemba était au téléphone, il était à Guémena, et malheureusement, la communication ne passait pas bien. On s'est convenu qu'on reportait la réunion une semaine après. Et cette semaine-là, après, M. Tou et moi, chacun, Zoom, chez lui, on était là, et les autres n'étaient pas là. J'ai encore convoqué des réunions. Je peux vous donner la liste, personne. Et puis j'ai appris qu'il discutait avec l'Union sacrée. Monsieur Katumbi nous a écrit, lui a écrit en disant qu'il a reçu sa convocation, son invitation pour assister aux consultations de M. Félix Tshisekedi. Et il recommandait à tout le monde d'y aller. Nous, on n'a pas reçu des comités d'invitation et nous nous sommes dit, on va aller. Pourquoi faire? Jean-Pierre Bemba est parti. Ils sont partis, ils n'ont jamais fait rapport au présidium de la MOCA. Est-ce que ces gens-là sont encore membres du présidium? Non. Donc, est-ce que ces gens-là sont membres du présidium? Non. Non, s'il vous plaît. Donc, je crois qu'il ne faut pas perdre le temps. Et à ceux qui veulent, comment dire, faire une masturbation intellectuelle, ils ont besoin de je ne sais quoi, qu'ils les fassent. Pour l'instant, la MOCA est là, nous continuons. Et dans l'entretemps, la MOCA est allée loin. Donc, nous avons constaté leur départ. Et la MOCA a changé ses textes. Nous avons convoqué un présidium. Nous avons des textes. Et demain, samedi 10, nous allons faire la passation entre moi-même et les peut-être complet. J'ai beaucoup de considération pour les journalistes. Parce que jamais à propos de l'homme. Non, j'ai même pris comme chose à ajouter les Congo à tout. Merci beaucoup. Importantes. Au cas où les élections ne sont pas organisées, qu'adviendra-t-il? Ne craignez-vous pas les glissements? Nous avons dit qu'il n'y a pas de glissement. Nous avons simplement voulu renforcer l'article 73 de notre Constitution. L'article 73 de la Constitution est très clair. Il dit ceci, je cite, « Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la CENI 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. » C'est-à-dire, 90 jours, c'est 3 mois. 3 mois avant que le mandat expire, il faut qu'il y ait élection déjà. Il faut qu'il y ait élection. Cet article a été pris dans l'idée, ou en tout cas la philosophie des 2 tours. C'était parce que quand vous avez le premier tour, on dépouille les résultats, et s'il y a un deuxième tour, on donne le temps pour qu'il n'y ait pas vacances, pour qu'il n'y ait pas... les glissements ne peuvent pas avoir lieu parce que le mandat est prévu pour 5 ans. Il n'y a pas de glissement possible. Alors maintenant, là où votre question est intéressante, vous dites, mais si ça arrive, non. Il faut que le peuple congolais fasse tout pour que ça n'arrive pas. Et ça n'arrivera pas. Donc nous allons nous mettre là pour que ça n'arrive pas. Si d'aventure ça arrivait, et vous entendez aujourd'hui, comment dire, dans certains pays comme le Bénin, on dit que le mandat a expiré, il a expiré. Donc le mandat expire. Et nous avons précisé dans notre proposition de loi des dates. Quand est-ce que le nouveau président entre en fonction? C'est prévu. Donc nous ne pensons pas soutenir l'idée que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président de la République élu. Oui, cette disposition, c'était une disposition parce qu'on sait que pendant le temps que
on est en train de faire, comment dire, des démarches pour que le nouveau président prenne ses fonctions, que l'autre termine le mandat. On connaît déjà le président de la République. Aux États-Unis, c'est bien connu. Au mois de septembre de l'année dernière, il y a eu élection. Mais le président est entré en fonction le 20. Cette disposition, c'est ça que ça signifie. Pendant ce temps-là, Biden a été élu. Pendant tout ce temps-là, c'est Trump, le président Trump, qui était en fonction, qui restait en fonction. Mais le 20 janvier, quoi qu'il arrive, peut-être en cas de force majeure, mais quoi qu'il arrive, il doit partir. André, la loi sur la CNI, donc vous revenez sur la loi sur la CNI. 23 membres, ce n'est pas un problème. Ces 23 membres-là de la plénière, donc 6 qui s'ajoutent aux 17 du bureau pour composer la plénière, mais ils ont des fonctions bien précises. Rappelez-vous, nous avons parlé de la dépolitisation et de la fonctionnalisation de la CNI. Tous les 17 membres, en tout cas les 8 des confessions religieuses et les 8 de la société civile, chaque membre préside une commission technique. Chaque membre préside une commission, confession religieuse, et les membres de la société civile les secondent. Il n'y a pas pléthore, et si vous regardez aujourd'hui l'effectif de la CNI, il est plutôt pléthorique. Le président de la CNI a combien de membres du cabinet, vous le savez? Son cabinet, 250 membres. Le vice-président a combien de membres? 150. 400 personnes juste pour des gens qui ne font absolument rien. Et là, c'est des gens qui vont travailler avec des experts. La CNI a des experts. La CNI a des compétences. Et ces compétences-là, nous avons besoin de ces compétences. Nous avons besoin de ces compétences pour que la CNI fasse un travail important. Donc, ne vous en faites pas. La présidence rotative n'est pas un problème. La présidence rotative, c'est pour que personne ne se considère comme le plus important, que personne ne s'accapare tout le travail. Et si le travail est fonctionnalisé, si les gens font le travail au jour le jour et ils suivent, c'est lui qui va venir, il prend la relève. Le président de la CNI n'est que là comme porte-parole. Et c'est ça que nous voulons. Donc, dépouiller le président, le tout-puissant président, sur le plan financier, sur le plan, c'est lui qui doit fabriquer les chiffres, si ça dépendait de moi, on allait les faire au fur et à mesure. Le Congo n'a pas commencé avec 11 provinces. On a commencé avec peu, on est passé à 6, 9, 11, ainsi de suite. Donc, il fallait expérimenter. Les Kivu étaient les Kivu avant, on l'a morcelé en 3, Maniema, Sud Kivu, Nord Kivu. Est-ce que ce n'était-il pas la bonne démarche? Aujourd'hui, on voit des chefs-lieux de province qui n'ont pas eu d'infrastructures pour habiter, les institutions. Alors, les débats politiques, ça, c'est des choses que nous ne voulons pas fixer au niveau de la loi, mais ça, comme Maître Kapien m'avait dit tout à l'heure, c'est un débat qui peut continuer. Nous sommes pour le débat. Nous sommes pour le débat. Nous voulons que les candidats se présentent face à la population pour qu'ils disent clairement de quoi ils sont capables. Ezadi, invalidation de députés, les témoins dans les centres d'enrôlement et la nationalité de Martin Fayulu. Le on a Lingala. Voilà, s'il vous plaît. Problème n'est pas là. Même Ndekoyo, à tout qui makambo y a délai. Même dans les délais de contentieux. Contentieux aux alamingité. Alors contentieux c'est parce que Montonio soit yebi que non même na zwa kité na kena contentieux pour na ukana futa mbongo pour na zwa. Mais ceux qui bateau
bazali na mikanda nyonso ndenge tolobi bazwa ba PV ba numériser yango oyebi ke ba PV on etamboli mboka mobimba bato bayebi oyo ozwaki soko bimi ba kotala ozwaki yango mais problème vous allez sous-jeter contentieux vous allez réduire ba contentieux to ça nango parce que motonyo ça yebi soko tuni motonyo so akana une élection alors ba na zwaki tout le monde on ne peut pas avoir 19 000 candidats sur 500 sièges et que les 19 000 gagnent. Donc, pour les Cambo, il y a des témoins dans le centre et enrôlement. Il faut des partis politiques qui ont talengo malamu pour les témoins bazala mais c'est il faut organiser un peu malamu pour les coco faire zalate batonyo so bazala ba carte na bango accréditation batala makambo ngezo leka. Nationalité, il y a Martin Fayulu. Papa, Orolela, Orolemba, Soko Olingi, Obaluka Bachit, Baluka Bachit. Ok? Mais vraiment, autour d'une question terrible de nationalité dans la réalité. Mais, donc, nationalité dans les années. Dans sa congolais dans les années. Je ne vous comprends pas. Donc, côté Sibino, ma cambo bouzo, banamitu nabino. Alors, parce qu'on répétait bouzo, bawana. Et puis bondini yango na monaki moto moko alobaki ngabi non batindaka biso to lobango yango to lobaki ezali nengona mais bolingi sikoyo soki na nini asalisa réunion na ya na mama leki na ngai na côté ya tata leki na ngai mama leki na ngai na côté ya mama noko na ngai parce que mama na ngai tata ngaba kufa bolingi na sala nengona mais voilà. Mais s'il vous plaît, botika distraction. Tous na makambo ya sérieux où ils allaient. OK? Makambo sérieux ils allaient. Ba camarade to na tala kila bango 0 année. Basa na mukile. Na côté na bango première année primaire. Ti na silisi classe. Na celle na bango université bazali. Alors beaucoup tout na makambo. Bolo na makambo. Alors bokende botuna misusu o ya zalinani ya tokobana moko ngai na kusuka boye na question wana nazali na ngai maboko pembe nazali bosala yango tokende boza bakundula ba papa boza ba test ADN bakundula ba maman boza ba test ADN sur bolingi. Donc je suis prêt à tout ça. Alors de côté yo vous êtes resté sur votre soif et oui. Vous êtes resté sur votre soif, vous avez raison, parce que nous n'avons pas terminé. Le Premier ministre Mouzito vous a dit que nous avons commencé avec la loi portant l'organisation et fonctionnement de l'élection. Tout ça, on a besoin d'élection. Mais élection, on a fait ça là-bas, malam. Naloba ki boyi, monto yoko palangana. Alors, que hier, azali ceux qui nani, asala makamunenga lingi, peuple à côté les mélaillés. Peuple à côté les mélaillés. Donc, si vous avez un peuple na balabala pour peuple à revendiquer le droit. Public à travers le ministre de l'Intérieur. Vous connaissez les faiblesses. Alors, on a opté pour le moindre mal, à savoir la CENI. Et nous sommes d'accord pour dire qu'elle a échoué. Que faut-il faire? Ce que nous faisons, c'est de proposer le renforcement de la CENI. Parce que la CENI, c'est trois choses. C'est les structures, c'est le texte qui régente ces structures, et c'est les hommes. À propos des hommes, nous avons dit qu'il faut des hommes qui sont crédibles, mais surtout qui ne sont pas partisans. D'où les 8 confessions religieuses. Nous ne voulons plus une CENI présidée par une personne qui, d'ailleurs, contrairement à ce qui a été dit, ne vient pas d'une église, mais c'est un citoyen qui est parrainé par l'église, une seule, ou plusieurs. Mais il n'y a pas pris de responsabilité de la part de l'église à ce moment-là. Nous voulons que l'église, qu'elle vienne collégialement à travers les 8 confessions religieuses pour que le représentant soit net et non partisan, c'est-à-dire ne venant pas des partis politiques, mais aussi que les églises, les confessions viennent à titre personnel avec des gens, non pas qu'ils parrainent, mais avec des gens qu'ils délèguent. C'est un renforcement de la CENI pour corriger les faiblesses auxquelles vous faites allusion. Au lieu qu'on revienne à l'organisation des élections
par le moins, par le pire, c'est-à-dire l'administration publique. Ensuite, nous décentralisons la CENI, et parce que le pouvoir au niveau du bureau est décentralisé, et il y a un organe de contrôle, c'est-à-dire la plénière, qui a le pouvoir d'orientation et aussi des décisions, des contrôles et des sanctions, ce qui ne fut pas le cas. Ensuite, nous déconcentrons l'administration de la CENI en créant 2 directions avec une division du travail à l'intérieur pour que toutes les compétences au niveau administratif ne soient pas assumées par un seul directeur, comme c'est le cas ici, sous tutelle d'un seul membre du bureau, à savoir le vice-président de la CENI. Donc, nous sommes dans la logique d'améliorer la qualité des hommes, dans la logique d'améliorer les structures et dans la logique d'améliorer le texte qu'on adapte, plutôt qu'on adapte pour qu'on en tire comme conséquence la modification des structures. C'est le seul choix qui nous reste. Il s'agit d'améliorer. Mais maintenant, l'intérêt du débat, est-ce que notre amélioration est la meilleure? Ça, c'est le débat. Nous n'avons pas la prétention de voir la vérité. D'avoir la vérité. La vérité viendra des discussions comme celle que nous avons maintenant. Bonjour tout le monde. Je voudrais, au nom du Présidium, vous saluer et vous remercier d'être venus nombreux à cette conférence. C'est la 2e de la grande série de conférences que nous avons programmées pour présenter nos propositions de réformes institutionnelles. Avant toute chose, je voudrais vous demander de vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de toutes nos victimes à l'est du pays, victimes du pillage, de la philosophie de ces séances que nous avons avec vous, mais aussi de ces présentations des différentes propositions. Nous venons à vous en tant que force vive de la nation pour vous présenter nos idées dans le cadre des réformes institutionnelles qui imposent la situation de notre pays. Nous ne venons pas pour proposer à une partie prenante au conflit ou à la crise qui sévit dans notre pays, pour dire, bon, telle partie prenante, voilà la proposition, qu'est-ce que vous en pensez en termes de est-ce que vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas. Donc il ne s'agit pas de présenter une proposition à faire accepter telle quelle par une quelconque partie prenante, et pour qu'on réagisse en disant non, vous avez gain de cause, vous l'avocat, c'est très bien, tout est bien. Non, nous disons, d'abord nous passons par le fait que vous représentez, organisez en force sociale, force vive, pour que vous puissiez enrichir nos propositions. Par exemple, pour la loi relative aux différentes élections, nous pouvons sortir d'ici avec une proposition venant de nous, mais qui est malmenée au point que la moitié sera déjà partie à cause de vous, parce que nous sommes ouverts à vos idées et nous pourrions les intégrer ensemble. Pour que les textes finaux, qui sera toujours une proposition, et que nous allons présenter à la table des discussions, à côté d'autres textes, notre texte soit le plus riche possible qui intègre les aspirations de la population, pour qu'à ce niveau-là aussi, que la synthèse soit faite et que nous dégageons un consensus sur l'ensemble des textes, l'ensemble des idées, qu'une fois adoptées consensuellement dans un cadre paritaire, elles soient sanctionnées par entérinement au niveau institutionnel. Et parce que toutes les parties auront compris que nous nous sommes trompés, que les choses se sont mal passées, et que donc pour la prochaine fois, nous avons fait telle correction, de manière à ce que les prochaines sélections soient bonnes, et pour qu'on atteigne ce que nous, appelons la vérité des yeux. Ça, c'est la philosophie globale. Donc, nous ne sommes pas ici pour vous présenter un texte que nous allons transmettre chez quelqu'un qui va la valider telle quelle ou les refuser, non. Il n'y a pas un texte qui sera validé par l'une ou l'autre partie. Il y aura plusieurs textes qui feront l'objet des discussions pour un consensus éventuel, de manière à ce que nous puissions
aller vers une réforme qui soit consensuelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi les réformes institutionnelles? Ce que nous proposons, et nous sommes d'avis que tout le monde est d'accord, à l'idée qu'il faut faire une réforme, ce que nous proposons est une solution à ce qui se passe à l'est de notre pays. Ce qui se passe à l'est de notre pays montre que nous ne sommes pas un État souverain. Un État souverain, c'est un État qui est capable de défendre sa patrie, ses terres, défendre ses populations, a une économie, a une diplomatie agissante, a aussi une défense capable d'assurer l'intégrité du territoire. Ce n'est pas l'État. Et pourquoi on n'a pas un État souverain? Et parce qu'on n'a pas de dirigeants souverains incarnant la légitimité du peuple. Il n'y a que des bonnes élections, transparentes, qui peuvent générer un leadership responsable, redevable, et qui se sentira l'obligation d'assurer l'intégrité du territoire et aura les moyens venant du peuple pour financer une armée capable de mettre fin à ce qui se passe. Tant que nous ne nous serons pas mis d'accord sur des réformes pour qu'on ait de bonnes élections, on n'aura jamais de pouvoir légitime et nous serons toujours un État non souverain parce que le peuple ne laissera pas, parce que c'est le peuple dans sa souveraineté qui crée un État souverain. Et nous serons toujours des sujets. Quel que soit celui qui sera à la tête du pays, s'il ne vient pas du peuple, c'est qu'il viendra de quelque part. Et c'est quelque part et autre que le peuple, c'est-à-dire il y a des forces occultes qui vont sous-traiter par lui. Voilà pourquoi nous disons des réformes, mais de manière consensuelle pour éviter les conflits en aval et qu'on ne nous divise pas en tant que peuple par des forces qui, eux, délèguent ceux qui servent leur intérêt. Voilà, donc nous demandons les réformes institutionnelles. C'est une nécessité préalable pour qu'on mette fin à la guerre à l'est du pays. Il faut un pouvoir fort, mais émanant du peuple et un pouvoir démocratique. Alors, s'agissant de la loi, le coordonnateur va la présenter, mais en fait, c'est une loi qui prend en charge 2-3 points. Je résume en grande ligne. D'abord, le mode de scrutin. Le président va le présenter. Ensuite, nous nous sommes prononcés implicitement dans le texte sur les 2 tours. Est-ce que c'est 2 tours ou un tour? Nous disons un tour. C'est une proposition. Les autres viendront. On va leur dire ce que nous pensons en disant notamment que 2 tours, c'est coûteux. 2 tours aussi, il faut toucher à la Constitution, etc. Le président va l'expliquer si vous posez des questions. Parce que nous sommes implicites, d'autant plus que nous maintenons la loi telle quelle, donc un tour. De toute façon, les Congo, tant que la MOCA sera là, on pourra mettre sur papier 2 tours pour la présidence. Mais la réalité, c'est que ce sera toujours un tour, parce qu'au premier tour, nous battrons l'adversaire. Dès le premier tour. Donc le deuxième tour sera sur papier, mais dans la réalité, nous allons, parce que c'est un peuple clivant, comme une arme, si vous l'avez, l'autre ne l'a pas. Si vous choisissez, vous choisissez plus. Donc il n'y a pas de terrorisation, 35%, un président a lu 45% par ce peuple, c'est pas possible, sauf s'il y a des choses. Donc, ensuite, nous revenons sur les différentes procédures qui accompagnent le processus d'enrôlement. Quelles précautions? Ensuite, les opérations électorales. Nous insistons beaucoup sur la population. Nous insistons beaucoup sur le procès-verbaux. Nous insistons beaucoup sur la transparence et les différentes étapes qui l'accompagnent. Je vais laisser la parole au coordonnateur qui va présenter les communes de notre texte. Merci beaucoup. Mission d'enrichir. Je suis totalement d'accord. Oscar Mungendo. Oui, vous avez compris, c'est le cas des gouverneurs. Je suis revenu, donc on n'a pas communiqué ça à la fin pour les gouverneurs et pour le second degré dans ces institutions-là, comme les conseillers municipaux qui doivent élire le maire, les bourgmestres, ils ne font pas partie de ça. Donc on peut être conseiller municipal, être candidat au bourgmestre. On peut être à la fois candidat, député provincial et être candidat gouverneur. Donc on va changer et améliorer cette partie. Merci beaucoup. Donc, et je suis totalement d'accord avec vous sur les compétences exclusives, l'article 204 de la Constitution. Et si les institutions travaillaient correctement,
on n'aurait pas eu tous ces problèmes que nous avons. Le problème, c'est qu'on a vite changé la constitution le 11 janvier 2011 pour essayer de réduire les prérogatives des gouvernements provinciaux. On crée des situations où on met les gouverneurs en difficulté. Mais si les gens sont réellement élus, les députés provinciaux, s'ils sont comptables auprès du peuple et qu'ils doivent faire leur travail, si on rationalise ces niveaux, je crois qu'il n'y aurait pas de problème. Le problème, je crois que Dolly est revenu sur ça, le problème c'est que... Parce qu'il y a des candidats qui leur donnaient de l'argent. Donc, j'ai vu même des gens faire des campagnes pour le changement de constitution. Nous ne sommes pas contre le changement de constitution, mais il faut un processus. Nous devons être des hommes et des femmes normaux aussi. Vous venez comme ça de but en blanc, vous dites on change la constitution. Comme on a fait, en 2011. En 2011, on a changé des constitutions, je peux vous le dire, parce que tout le monde a vu que Etienne Tshisekedi était là, gagné. On a dit, bon, voilà, il faut supprimer le deuxième tour. Mais on a supprimé le deuxième tour pendant que l'Assemblée nationale, qui avait déjà convoqué sa session extraordinaire, avait donné les matières, et c'est ça le règlement intérieur, pendant que le Sénat, qui était en session extraordinaire, avait déjà donné les matières qui devaient faire l'objet de cette session et n'était pas inscrit dans cette matière la révision de la Constitution. On a imposé ça et je me rappelle de cette séance où des sénateurs sont tombés pour dire non, il n'est nullement question, mais on a changé. Donc, il faudrait qu'on soit sérieux quand on veut amorcer la révision constitutionnelle, des équipes de travail soient constituées, que des discussions à travers tout le pays et que le peuple, la population, décide. Donc c'est pour cela nous n'avons pas prévu le deuxième tour et c'est pour cela que nous n'avons pas prévu non plus l'élection du gouverneur au suffrage universel. Ce serait une très bonne chose. Alors, donc, Dolly, j'ai répondu à votre question si on ne craint pas qu'il y ait un président soit élu par une seule province. Ça n'existe pas. Je mets quiconque au défi. Ces gens qui disent que non, il y a le tribalisme. Le tribalisme, c'est dans des gens qui sont incapables. Quand ils voient qu'ils sont incapables, ils se retranchent sur le tribalisme. Vous savez, Maître Georges Kapiamba, moi je vous ai connu depuis très longtemps. Je ne savais pas de quelle province vous étiez. Certainement, vous ne saviez pas de quelle province sont originaires mes parents, parce que moi je dis que je suis de Kinshasa. Je ne savais pas. Dolly me ment. Je ne savais pas. Mais comment voulez-vous, aujourd'hui, tous ces gens-là qui sont à l'est de la République, qui disent que nous sommes Congolais, nous voulons qu'on vienne nous aider ici, on nous tue comme des mouches. Comment voulez-vous dire que ces gens-là sont Nandé ou je ne sais pas quoi? Arrêtez cette affaire de dire que les tribalismes, que personne ici, dans ces pays, personne ne pourra être élu à n'importe quel niveau que par sa tribu ou sa famille. Personne. Parce que, j'aborde maintenant la question des locales. Nous avons traité des élections locales. Mais dans le développement, on n'insiste pas beaucoup parce que les élections locales sont des élections de famille.